travailler ensemble. Et je crois qu'au-delà de la poignée de main, de tout ce qui va être dit sur la poignée de main, vous savez, il y a des exercices de communication politique. Donald Trump avait refusé de serrer la main avec Angela Merkel, lorsqu'Angela Merkel était arrivée à la Maison-Blanche. Et là, d'un seul coup, Donald Trump montre devant les photographes, le pool de la Maison-Blanche, les journalistes français qui sont dans la pièce, qu'il prend la main du président français et il tient longuement cette main. Ça veut dire d'une certaine manière, voilà, mon interlocuteur en Europe, eh bien, c'est vous, le président Macron. Et ça veut dire que ce n'est pas l'Allemagne, parce que c'est dans ce cas un message particulièrement étonnant. La patronne de l'Europe, c'est Angela Merkel. Alors moi, je ne vais pas parler évidemment pour Donald Trump, je décrypte simplement en termes de communication politique ce qui se passe. Au moment où il y a cette poignée de main entre Donald Trump et le président français, vous avez quand même Angela Merkel à Berlin, qui reçoit Barack Obama et qui arrive un peu plus tard. Les équipes de Trump savent très bien qu'Angela Merkel, le même jour, voit Barack Obama. Et donc, il y a eu... le passé et l'avenir, c'est ça? Voilà. Non, il y a simplement une vision de Donald Trump. C'est un homme de 39 ans qui est arrivé au pouvoir. D'ailleurs, lors de son coup de téléphone au président Macron au lendemain de l'élection française, Donald Trump avait exprimé à Emmanuel Macron son admiration. Et il l'a redit hier. Et il l'a redit hier en lui disant « You are my guy » pendant le déjeuner. Vous êtes mon gars. Il a expliqué à quel point il avait été impressionné par ce qu'Emmanuel Macron a fait pendant la campagne, c'est-à-dire un homme sans parti qui réussit à faire quelque chose alors que personne n'y croit. Et d'une certaine manière, même s'ils ne sont pas d'accord sur leurs idées, eh bien, il y a une reconnaissance d'un homme politique qui a fait une campagne partie de rien pour Emmanuel Macron, qui a fait une campagne, au sens étymologique du mot, extraordinaire. Vous allez me permettre d'être cru 2 secondes. On a 2 animaux qui se reniflent. Oui. Une fois qu'on a dit ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quels enjeux qui dépassent les personnes hier? La lutte contre le terrorisme, c'est un enjeu extrêmement important. C'est vraiment ce dont ils ont parlé. Et ils en ont parlé dès le premier coup de téléphone. Mais pour dire quoi? Pour dire qu'il faut lutter efficacement contre le terrorisme. Mais tout le monde peut dire ça. Non, mais d'accord, mais au-delà des mots, il y a des choses d'ailleurs qu'on ne peut pas dire, avec des actions qui sont faites, avec des services de renseignement qui coordonnent au mieux des informations, avec parfois, dans des pays sensibles où vous avez été, des opérations, encore une fois, clandestines qui sont faites. Vous savez, moi j'ai été de votre côté et puis maintenant je suis de ce côté-là. Et je vois la différence. Côté des journalistes. Oui, mais il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas dire. Et dans la lutte contre le terrorisme, eh bien, on ne peut pas dire des choses, mais je peux vous affirmer que Donald Trump et Emmanuel Macron sont tous les deux déterminés à ce que les démocraties luttent efficacement contre le terrorisme. Laurent Saïm, là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Le climat, on se rend compte que Donald Trump, qui a dit dans un premier temps les accords de Paris à la poubelle, aujourd'hui, il hésite. Est-ce que ce matin, vous pouvez nous dire que ces hésitations peuvent apporter du positif et est-ce qu'il pourra changer d'avis? Le G7, c'est au menu là aujourd'hui et demain. Alors, il y a 2 choses très intéressantes. D'abord, le climat a été évoqué par le président Macron lors du déjeuner. Et dans le communiqué de presse que la Maison-Blanche a fait sur ce qui s'appelle en américain un read-out, c'est-à-dire voilà ce qui s'est dit pendant le déjeuner, à aucun moment la Maison-Blanche ne parle du climat et le mot climat n'est pas dit. Il parle simplement de choses vitales. Donc, visiblement, ils reconnaissent que le climat est une chose vitale. Par ailleurs, Rex Tillerson, qui est le secrétaire d'État américain, qui était dans Air Force One, a été voir les journalistes en disant sur le climat, je peux vous annoncer qu'il n'y aura pas de décision prise par le président Trump pendant le G7. Ils veulent faire Cette après. décision sera prise après. Et sans qu'on sache laquelle. Non, on ne sait pas laquelle. Par contre, Donald Trump a exprimé au président français, eh bien, effectivement, son intérêt de faire quelque chose par rapport au climat en disant, vous savez, j'ai une pression aussi américaine, moi, très forte, qui ne veut pas de cet accord de Paris. Ce à quoi le président français lui a répondu lors du déjeuner, il faut que les États-Unis restent dans cet accord, c'est vital pour la France et c'est extrêmement important que les États-Unis restent dans l'accord de Paris. Donc il y a une différence avec une volonté française, une volonté européenne qu'effectivement les États-Unis respectent l'accord qui a été signé et Donald Trump qui dit « je prendrai ma décision à mon retour aux États-Unis ». Vous le connaissez bien Donald Trump, aux États-Unis, vous l'avez suivi pendant 8 mois pendant sa campagne. Quels conseils vous donnez à Emmanuel Macron? Ils vont encore continuer à dialoguer dans les 2 jours qui viennent. Je suis très modeste et je pense qu'Emmanuel Macron, c'est très bien. Mais sauf qu'il vous interroge parfois sur ses rapports avec Donald Trump. Qu'est-ce qu'on fait quand on est la France aujourd'hui en 2017? Câlinothérapie ou alors on montre les muscles? On est vigilant dans l'intérêt de la France. Et je crois que c'est la volonté du président Macron d'être extrêmement vigilant et de penser toujours à qu'est-ce qui bien
pour la France. On écoute aussi Donald Trump parce que pour le moment, il est le président des États-Unis. Et tout au long de la campagne, lorsqu'on parlait avec l'équipe de Donald Trump à Emmanuel Macron, eh bien, il ne cessait de répéter, vous savez, voilà, il faut respecter la démocratie. C'est un président qui a été élu. Moi, je parlerai avec Donald Trump, mais je serai toujours vigilant. Et on le voit d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé lors de ce déjeuner. Il parle, le déjeuner dure beaucoup plus longtemps que prévu. Ça devait durer 1h15. À la demande de qui? Alors, à la demande des Américains, visiblement, ils étaient ils étaient bien dans ce déjeuner, donc Donald Trump demande à ce que ça se prolonge une demi-heure de plus. Il parle, c'est important de se parler. Ce qui est important dans la diplomatie, dans les rapports, dans un monde de plus en plus difficile, c'est d'avoir un contact, de se parler directement en anglais. C'est pas une anecdote de savoir qu'Emmanuel Macron parle couramment anglais. Tout s'est passé en anglais de manière très directe, sans temps de pause avec des traducteurs, etc. Et encore une fois, Emmanuel Macron, eh bien, il dit à Donald Trump qu'il veut travailler avec les États-Unis, mais qu'en même temps, eh bien, par exemple, comme on le disait il y a quelques instants sur l'accord de Paris, il ne veut pas que les États-Unis sortent de cet accord. Laurent Seyme, est-ce que Mathias Depardon va sortir de prison? C'est ce photojournaliste français qui est emprisonné en Turquie. Absolument. Et il y a eu un entretien entre le président Macron et son homologue turc. Qu'est-ce qu'on peut dire ce matin? Est-ce que ça va vite On peut dire que le président Macron a évoqué le dossier Mais c'est tout, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. En tout cas, la diplomatie française est bien évidemment mobilisée pour faire en sorte que cela se passe le mieux possible pour ce photographe qui, comme vous le savez, était en reportage pour un magazine américain, le National Geographic, qui a commencé une grève de la faim, qui est détenu dans des conditions difficiles. Et je peux vous dire qu'au plus haut niveau de l'État, chacun est mobilisé. Et encore une fois, lors de sa rencontre avec son homologue turc, eh bien, le président français a tenu à rappeler le cas de Mathieu Depardon. Voilà, et pour l'instant, Erdogan dit « Je vais examiner rapidement la situation sans plus de détails ». Oui, mais ça avance. Vous savez... Déjà, les gens se parlent sur des choses difficiles. Et ça, c'est la diplomatie. C'est ça la diplomatie Macron, c'est on se parle et on arrête de faire des circonvolutions? Oui, on arrête la langue de bois, on se parle, on dit les choses clairement. Il va arrêter la langue de bois en diplomatie, écoutez, c'est compliqué. Oui, mais en tout cas, il dit les choses clairement, il parle directement, il essaye de faire avancer les choses. Et comme il l'a répété souvent dans la politique française, il est le maître de ses propres horloges. Eh bien, je pense que dans la politique non, c'est pas de la com politique, parce que vous savez, si c'était que de la comme politique, Emmanuel Macron ne serait pas là où il est. Pour le moment, il a commencé, c'est un jeune leader, il essaye de changer les choses, il essaye de faire les choses différemment, il a un discours pragmatique, il a un discours de fond et il est sur le terrain en train de convaincre des interlocuteurs et d'essayer encore une fois de penser toujours au bien de la France. Un jeune chef d'État face à certains qui connaissent ce métier depuis longtemps, parce qu'il n'y a pas que Donald Trump qui le rencontre en ce moment. Il a de l'expérience aussi, hein, on est d'accord, mais en tout cas, ce sont les éléments qui sont pris dans son entourage. Vous savez, non, moi, ce que je veux dire, c'est que quand vous sortez, quelle que soit la nationalité de l'homme, et vous savez que j'ai suivi de nombreuses campagnes, quand vous sortez d'une campagne, une campagne qui a duré longtemps, où souvent ce n'a pas été facile, ça vous marque. C'est une expérience, ça. L'expérience de la campagne pour Emmanuel Macron a été importante et je pense, au-delà de tout ce qu'il avait fait avant, que ça lui servira beaucoup par rapport à toutes les rencontres qu'il a en ce moment dans le monde diplomatique. Rencontre lundi à Versailles avec Vladimir Poutine. Pourquoi ce cadeau d'aller à Versailles? Ce n'est pas un cadeau, c'est une volonté d'Emmanuel Macron d'aller vite, de rencontrer les gens. Les autres ne sont pas reçus à Versailles. Hein, non, mais d'abord c'est au Grand Trianon, ensuite c'est une invitation qui a été faite par le président français par rapport à une exposition qui a lieu liée à Pierre le Grand qui il y a 300 ans était venu. Donc c'est une visite culturelle? Non, c'est à la fois une visite culturelle, mais évidemment il faut dire les choses. Il y a des dossiers très importants. La Russie est un acteur important. Le président français tient à avoir vu rapidement Donald Trump, qui est le président des États-Unis, et puis le président russe, parce que l'Europe est au milieu. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron n'a cessé de rappeler pendant sa campagne. Vous avez la France, l'Europe, qui est au milieu dans un monde difficile, avec les États-Unis d'un côté, la Russie de l'autre. Il y a des dossiers très sensibles, comme encore une fois le terrorisme, la Syrie. On sait l'importance de la Russie dans ces dossiers, et c'est bien qu'Emmanuel Macron voit très vite Vladimir Poutine. On démissionne quand on est coupable de quelque chose. Je ne suis coupable de rien sur le plan légal ni sur le plan moral. Voilà ce que dit Richard Ferrand, membre du gouvernement. Alors, si c'est si clair que ça, pourquoi Emmanuel Macron, le président, ne donne pas un blanc-seing en disant « Allons-y, on continue à travailler ensemble, il n'y a pas de problème, tu ne démissionnes pas ». Alors, Richard Ferrand s'est exprimé sur votre antenne en disant qu'il ne démissionnera pas. Moi, je n'irai pas plus loin. Je laisse à Richard Ferrand
ce qu'il a dit. Je peux vous dire que j'ai travaillé avec Richard Ferrand dans cette campagne. Quand je suis arrivée en janvier, je ne connaissais pas Richard Ferrand. C'est un homme qui a de la probité, qui vient d'arriver, qui est ministre. Et mon rôle, c'est de commenter les affaires internationales. Mais il dit lui-même que si c'était à refaire, je le referais différemment. Je n'irai pas là-dessus parce que, encore une fois, on est dans une installation d'une équipe. Christophe Castaner est le porte-parole du gouvernement. Il s'est exprimé là-dessus. Richard Ferrand s'est exprimé là-dessus. Moi, je suis en charge d'exprimer les affaires internationales et encore une fois de vous parler ce matin de ce qui se passe au G7. Voilà, il y a quand même une petite question que j'ai, moi, concernant l'échiquier politique en France. Vous avez été pendant des années aux États-Unis, vous revenez ici, c'était un vrai Big Bang quand on regarde tous les partis. Quel est le premier parti de l'opposition aujourd'hui? Quel est le parti qui s'oppose le plus à Emmanuel Macron aujourd'hui? Ce n'est pas à moi de le dire. Oui. Je crois qu'il faut attendre les législatives. Donc aujourd'hui, on est dans un flou, c'est quand même là encore assez inédit. Non, on n'est pas dans un flou, on est dans la fin d'une campagne qui a été éprouvante. Et non, à mon sens, ce qu'on a vu sur le terrain de la campagne, des Français qui veulent le renouveau, qui veulent une transformation de la vie politique, qui disent que les partis traditionnels, ça ne marche plus. Et Emmanuel Macron et toute son équipe à En Marche qui essayent de dire une nouvelle génération politique est en train de s'installer. Faites-nous confiance, donnez-nous une majorité pour les législatives pour que nous puissions réformer en profondeur le pays. Bon, maintenant, je fais appel à la spécialiste en communication politique également. Est-ce que le style Macron aujourd'hui, c'est moins de communication, mais plus affiné, plus papier léché? On s'installe. C'est ce que j'ai envie de dire. Les équipes sont en train de s'installer. Il n'y a pas eu de nomination dans à la fois les équipes de communication. On est arrivé, enfin les gens sont arrivés à l'Élysée il y a 10 jours. Et 10 jours, eh bien, dans 5 ans, c'est pas grand-chose. Donc il faut laisser aux gens le temps de s'installer. Il faut laisser pas de sermon aux équipes sur la manière le dont temps on de gère se la communication, c'est trop tôt. etc. Oui. Moi, je suis très mal placée pour commenter la manière dont les choses se font. Je peux vous dire simplement que j'ai un esprit, parce que c'est mon caractère, d'être toujours uni à toutes les décisions par rapport aux équipes qui m'emploient. Et ce sera mon seul commentaire par rapport à tout ce qui s'est passé récemment. La question off, mais devant les caméras, attention. Allons-y. Non, mais vous avez... Attention. Oui. Laurence Hayim, la première. Qu'est-ce qui vous manque politiquement que vous observiez aux États-Unis que vous ne retrouvez pas en France? Quand on parle du bouillonnement de la scène politique américaine. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a beaucoup de choses qui manquent et puis beaucoup de choses que j'adore en France. Donc c'est un mélange. Ce qui me manque, c'est mes amis qui me manquent et puis un état d'esprit aussi que j'ai essayé d'amener en France avec quel état d'esprit? Le sourire permanent, le positivisme. Je crois qu'à un moment donné, il faut se dire que ça va bien, on a de la chance, on avance, on va faire des choses. Et c'est ce que j'ai essayé pendant la campagne de dire aux gens qui étaient autour de moi. Allez, ça va bien, on va essayer de changer les choses, ayez confiance. Et je crois qu'aux États-Unis, eh bien, il y a tout le temps ça, ce positivisme qu'on voit. Donc voilà, ça me manque un petit peu. Deuxième question, votre carte de presse, vous la mettez à la poubelle ou vous reviendrez à votre métier? Je dis joker pour le moment. Joker? Oui, voilà, joker. Bon. Il y a parfois, en termes de communication politique, la possibilité de dire lors d'une interview de joker, c'est les équipes de Barack Obama qui m'avaient appris ça. Vous avez le droit qu'à un joker, vous avez de la chance. J'ai dit une fois joker et pour le moment je dis joker. Merci Laurence Hayim d'être venue sur le plateau d'LCI, l'essentiel de l'info.